et bien sûr de déclencher des frappes, que ce soit ciblées ou chirurgicales. Peu importe l'appellation et la précision, il n'en demeure pas moins, bien sûr, qu'en guise de représailles, le régime syrien serait tenté, bien sûr, soit de les kidnapper et de les placer dans des endroits stratégiques. Comme bouclier humain. Comme bouclier humain, ou certainement, ou de les transformer carrément en otages pour pouvoir initier une négociation à long terme où il sera en position de force. Une éventuelle intervention est-elle légitime au regard du droit international? Le gouvernement britannique lui invoque le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, la protection des populations civiles. Tout à fait. Donc ça nous ramène un peu au débat qu'on avait dans l'affaire du Kosovo. Donc c'est un peu l'éternel débat entre la légalité et la légitimité de l'intervention. Certes, si on se place du point de vue du droit international, de la Charte des Nations Unies, le chapitre 7, donc il y a une monopolisation du recours de la force dans les relations internationales. C'est une prérogative que la Charte dévolue au Conseil de sécurité. Ce qui veut dire que nul État, nul groupement d'États ne peut intervenir sans son mandat express. Il faut que ce soit expressément dit. Et aujourd'hui, il n'y a pas de mandat. Il n'y a pas de mandat et malheureusement, il n'est pas des scénarios les plus probables qu'on puisse avoir un mandat. Pour deux choses, bien sûr, la Russie a carrément annoncé la couleur. Donc, quoi qu'il en soit, déjà dans le passé, il y avait des résolutions moins coercitives qui n'envisageaient pas ouvertement l'usage de la force. La Russie et la Chine, ils ont opposé leur droit de veto. Donc, a fortiori, bien sûr, ça veut dire qu'on risque de ne pas avoir un mandat. Est-ce à dire que face à cette situation, il ne faudrait-il pas agir? Bon, je pense qu'aujourd'hui, le débat va se poser en termes de légalité, de légitimité plutôt. Et non plus de légalité, parce que la légalité, ils ne l'auront pas, on peut le savoir. Effectivement. Dans et là, on se place sous le terrain, bien sûr, du devoir d'ingérence et de la responsabilité de protéger. Au Kosovo, il y a eu le débat. Alors une conception qui date de 2005, il faut le dire. 2005, dans les statuts l'Assemblée générale des Nations Unies avait agi. Donc, un principe qui est assez récent, qui a été peu éprouvé, sauf dans le cas de la Libye. De la Libye, donc avec la résolution 1973. Finalement, bien sûr, on a vu ça a été dévoyé de son objectif. C'est ce qui sert d'ailleurs d'argument aujourd'hui à la Russie pour dire qu'il ne faut pas aller en Syrie. Ce qui n'est pas faux. Il n'en demeure pas moins. Alors, elle a été, il faut évidemment aller jusqu'au bout pour ceux qui nous regardent, elle a été dévoyée au sens des Russes parce qu'on est allé jusqu'à un changement de gouvernement. Or, les Américains, dès à présent, et leurs alliés bien sûr, estiment qu'une frappe ne viserait pas en Syrie à changer le régime. La responsabilité de protéger, c'est quoi? C'est qu'on agit pour protéger des populations civiles qui sont à proie à des massacres. Donc, on arrête les massacres, point barre. Mais il n'inclut pas la possibilité de renverser un régime. Finalement, on a bien sûr que non seulement on est allé jusqu'à renverser un régime, mais à capturer et à traduire ce qui ne prévoyait pas la résolution de 1973. C'est vrai, c'est pas faux. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une urgence morale. Et je pense que toutes les récriminations internationales qui se sont exprimées, si vous regardez, on parle de massacres abominables, d'ignominie. Donc, du coup, c'est le terrain de la légitimité. Et je pense que la morale internationale aujourd'hui commande bien sûr aux membres permanents du Conseil de sécurité qui, rappelons-le, au terme de la charte, articles 24 et 25 de la charte, bien sûr, ils ont la responsabilité principale du maintien de la paix. Ce qui veut dire que si on n'a pas une décision formelle au niveau du Conseil de sécurité, ils peuvent invoquer, bien sûr, cette violation du droit international, à savoir aussi la Convention sur l'interdiction des armes chimiques de 1997 pour agir. Merci beaucoup, Abdoulaye Tine, d'avoir été avec nous. Parmi les voisins de la Syrie, l'Irak, justement, qui, elle, désapprouve une intervention étrangère. Elle s'est mise de son côté en état d'alerte. Il faut dire que la situation à Bagdad est également très préoccupante. Une nouvelle vague d'attentats vient de faire près de 70 victimes et plus de 200 blessés dans la capitale irakienne, visée des quartiers à majorité chiite. Il ne reste plus grand-chose de cette voiture piégée. L'explosion s'est produite dans le quartier chiite d'Al-Houriya, situé au nord de Bagdad. Plusieurs civils ont été tués, d'autres blessés. Des gens ont demandé aux soldats de venir et d'examiner la voiture qui était garée ici. Mais personne n'est venu et personne n'a fait attention. Ils ont appelé encore et encore, mais en vain. Maintenant, vous pouvez voir les dommages de vos propres yeux. Mais ce n'est pas le seul quartier à majorité chiite de la capitale à avoir été touché par un attentat. Une dizaine de voitures ont explosé au même moment à Mahmoudia et à Selia dans le sud ou encore à Sadr City. Ces explosions ont fait des dizaines de morts, plus de 140 blessés.
Les attentats